Au début, il n'acceptait absolument pas, c'était un enfer. Au début, Olivier disait non, non, non. Quand je l'appelais, c'était compliqué. C'était vers 1h, 2h du matin que j'avais le droit d'aller le voir. J'ai eu le droit à une réunion avec tous les chefs de service à Pompidou. Bon, c'était vraiment un parcours du combattant, mais bon, il fallait que je me fasse accepter. C'est vrai que tous les jours à la télé, on voyait des sachants, des médecins, enfin voilà, qui venaient, qui disaient blanc un jour, noir 1 heure après ou même le lendemain. Donc c'est vrai que bon, au début, ça a été un peu difficile, un peu délicat, hein, parce que moi j'étais là pour 2 ou 3 semaines, et puis il fallait quand même que j'arrive à convaincre que j'étais un peu habitué un peu à ce type de film au long cours, mais je ne pensais pas y rester 183 jours. Donc quand on calcule le nombre de jours d'immersion, mais en même temps, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, je n'ai pas découvert un métier, mais j'ai découvert vraiment un environnement incroyable. Et ce que j'ai fait, parce que au lieu de rester 2 ou 3 semaines, rester 183 jours, c'est pas sans conséquence. Mais en fait, j'ai rencontré des gens tellement extraordinaires, comme vous avez pu le voir, tellement de gens en empathie. Et moi qui ai travaillé aussi pour le service public, je me disais qu'on ne cesse de bâcher, entre guillemets, le service public, alors que c'est extraordinaire. On a un système. Mathieu Hullard qui est là, qui est le monteur du film, là, qui peut se lever, parce que c'est formidable ce que tu as fait. Parce qu'il faut imaginer qu'il avait entre 3 et 400 heures de rush. Il faut savoir aussi, c'est qu'on a entièrement financé ce film, puisque à l'époque et encore aujourd'hui, on trouve que c'est toujours un peu anxiogène. Donc on a, nous, avec l'agence de presse que je dirige, on a entièrement financé. Il faut savoir que Mathieu était stagiaire quand il a commencé ce film, et il a monté comme un professionnel avec énormément de talent. Donc 183 jours, je ne vous cache pas que quand on rencontre des personnages comme ceux que vous avez vus, là, on a envie de se battre pour eux. Et donc c'est pour ça qu'à un moment on se dit, on va les mettre en lumière. Alors, c'est vrai aussi qu'on a eu, j'allais dire, l'opportunité de filmer les patients qui ont tous accepté, leurs familles, toutes les familles ont accepté aussi. Lors de la première projection, d'avant-première, Monsieur Katz, que vous avez vu, qui est sorti de 6 semaines de réanimation, était là, il marchait, il allait bien. Il s'est découvert même quand il était en réa, il a découvert plein de choses. On a aussi la famille de Monsieur Guégan, qui était lui numéro 2 de la sécurité à Pompidou, sa famille était là. Ça a été un moment un peu déchirant, mais ils m'ont dit que c'était tellement important pour eux de pouvoir faire le deuil. Ses filles étaient là, son ex-femme était là. Donc c'est vrai qu'on a eu cette opportunité de pouvoir voilà, raconter cette histoire, ce qui est assez rare, avec à la fois les patients, les soignants, mais aussi la recherche, même si on essaie de l'aborder, parce que ce qui est difficile dans la recherche, surtout quand ça aurait été pire si c'était que de la recherche fondamentale, on avait de la chance d'avoir aussi des essais, et surtout des essais cliniques. Donc voilà, on a essayé de montrer le travail de tous ceux qui, sur cette pandémie, se sont mobilisés. Merci. C'est quoi l'avenir pour ton film? On va voir. Déjà, j'aimerais qu'il commence une vie, donc ça c'est plutôt bien. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les écoles d'infirmières, les écoles d'aides-soignants, les internes de médecine, etc., puissent le voir, parce que c'est vrai, tout à l'heure, quelqu'un disait que c'était une période inédite, c'est vrai, une période historique, c'est vrai aussi. Moi, je dis toujours qu'on aurait tellement aimé avoir un film sur la grippe espagnole, sur d'autres épidémies, pandémies. Malheureusement, on n'a pas. Donc, je me suis dit quand même que c'était important de pouvoir filmer et puis s'investir autant. On a un autre film qui est toujours en gestation sur la réanimation. Alors là, c'est encore plus dur, forcément. Parce que quand vous vivez comme ça en immersion en médecine interne, il y a ce rapport, cette empathie, enfin moi je découvre vraiment. D'ailleurs Mathieu, quand il au bout de 400 heures de rush, d'images, etc., la première chose qu'il a dit, si jamais il m'arrive pas que ce soit un jour, j'aimerais tellement aller en médecine interne. donc voilà. Mais c'est vrai que je dois aussi dire, alors, on parlera beaucoup de l'avenir du film, parce que j'espère qu'il y aura une vraie vie après. Mais ce qu'il faut quand même dire aussi, c'est qu'en fait, au départ, quand je vais à Olivier, il me dit, bon, écoute, c'est pas compliqué, la recherche, c'est à peu près
des dizaines et des dizaines de chercheurs, de gens qui se sont mobilisés à plusieurs mains, 24 heures sur 24, pour ça que moi je vais mobiliser à des heures complètement rédues. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'il me dit, mais il faut que tu ailles à Tenon. Alors, j'ai commencé à Tenon avec d'ailleurs le professeur Sophie Georgin. Après, on m'a dit, mais il faut que tu ailles à ça, mais il faut que tu ailles. Et en gros, je ne sais pas comment j'allais pouvoir me découper pour aller partout. Mais il me disait, non, mais tu sais, c'est une équipe. La recherche, c'est pas juste une personne, c'est tellement de gens qui sont impliqués, qui sont investis, etc. Et donc c'est vrai que c'était pas facile. L'ambition qui était la tienne, qui était de dire qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Nous, on a essayé d'incarner à travers des personnages assez incroyables, comme un professeur de médecine, mais aussi un cadre de santé, une infirmière. On a essayé de montrer ce qui, pendant cette pandémie, était extraordinaire, c'est-à-dire cette implication dans un contexte difficile. Moi, j'y étais quasi au début, et c'est vrai que je me dis, mais c'est dingue, en fait, c'est un peu comme la période du sida, ce que disait Eric Fischer, qui a connu cette période, on ne savait pas comment ça se transmettait. Les gens se rendent plus compte qu'au moment où arrive le Covid, on ne sait pas comment ça se transmet. On parle de masques éventuellement, mais bon, c'est peut-être pas utile, etc. Mais tous les soignants, vous étiez en première ligne. C'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. Quand on voit Carole qui prend dans ses bras le patient qui est drépanocytaire, et en plus qui a eu le Covid, en plus un AVC, enfin bref, elle le prend dans ses bras sans penser au risque qu'elle prend. Quand Jean-Benoît dit effectivement le pire c'était d'apporter à la maison le Covid, effectivement, on oublie tout ça. Les médecins qui sont morts, qui étaient en première ligne, les soignants, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ça. Et ce film, en tout cas, on a essayé de rendre hommage au service public et derrière le service public à tous ces soignants. Et on oublie aussi de dire que la PHU, de manière générale, l'hôpital public en France, quand on a un CHU, c'est les profs, c'est les soignants et c'est les chercheurs. Et quel endroit au monde on a cette opportunité d'avoir des gens qui, dans une même structure, peuvent à la fois soigner, sauver des vies et faire la recherche. Donc, on est d'accord. Je pense qu'on va passer un peu à donner la parole à deux cliniciens, mais qui sont aussi deux cliniciens-chercheurs qui étaient vraiment investis dans la crise Covid, le professeur Raguet, qui est ici, qui est chef de service de rhumatologie, et puis Jean-Benoît Raguet, qui est professeur de médecine interne à Pompidou. Peut-être, Xavier, tu as participé depuis le début à l'histoire de Coralino, peut-être que tu peux nous dire un mot. Toi qui avais la double casquette, d'être en plein dans le Covid à l'hôpital 17 pour organiser tous les soins, et comment tu vois aussi ce qu'on a fait avec Coralino. Oui, merci Olivier. D'abord, je trouve que votre film, il est juste. Et on voit que vous avez passé 180 jours. Je pense que peut-être c'est un des plus beaux compliments qu'on peut faire. On voit beaucoup de films sur l'hôpital, mais c'était la vie de l'hôpital à ce moment-là. Et donc bravo. Je pense qu'il mérite d'être présenté, il mérite d'être montré au public. Je crois que vous l'avez dit. C'est une période qui nous marque, qui nous a beaucoup marqué et qui continue à nous marquer. C'est important de voir comment ça se passait dans un hôpital, cette maladie. Alors, ouais, moi, cette période, elle nous a tous énormément marqué. Peut-être les deux choses qui m'ont le plus marqué, c'est d'abord comment on a réussi à faire de la recherche dans une période où les hôpitaux ont été complètement débordés. Philippe l'expliquera mieux en tant que méthodologiste. Il a appelé ça la recherche de guerre. C'était ça, on a fait de la recherche de guerre. Il faut savoir qu'on a débuté l'écriture du protocole, je crois que c'était le 17 mars, et on a inclus le premier malade à Bicêtre dans mon hôpital le 27 mars, 10 jours après. C'est pas possible de faire ça, on n'avait jamais fait ça avant et on le refera plus. Et ça peut expliquer aussi certaines imperfections. Et le deuxième message, c'est qu'on a réussi à faire de la recherche en même temps qu'on s'était totalement réorganisé dans tous les hôpitaux pour prendre la situation en main, les soignants, avec une direction qui était avec nous, et les directions des hôpitaux ont joué le jeu, mais ils nous faisaient confiance. On demandait quelque chose, on l'avait. Quelque chose le matin, le midi, on l'avait. À Bicêtre, dans mon hôpital, on avait 12 unités Covid en même temps. 12 unités, dont 5 de réanimation. Donc la moitié de l'hôpital, les 3 quarts de l'hôpital étaient Covid. Et donc,
moi, donc, je m'occupais de ce protocole de recherche. Tous les matins, j'allais dans les 12 unités Covid. Je connaissais tous les gens qui s'occupaient de ces malades-là. Et on voyait en même temps qu'on avait cet élan extraordinaire des soignants et cette appétence pour faire de la recherche. Et on a fait en même temps, finalement, quelque chose qui était incroyable sur le plan des soins et la mise en place de ce protocole avec une motivation qui était extraordinaire. On a inclus, dans une même journée, on a inclus 25 malades à Bicêtre dans ce protocole Corrigo. C'était du jamais vu. Le premier week-end, on avait déjà, et finalement, en quelques jours, on avait inclus les patients. Donc c'était ça, cette simultanéité entre le soin, la recherche et cette espèce d'objectif commun qu'on avait tous, qui a permis aux hôpitaux de résister. Martin je l'ai dit, à un certain moment, il y a un week-end où il restait 2 ou 3 places en réanimation dans tout Paris. Et c'est vrai, et tout le monde ressentait ça. Et comme vous l'avez très bien dit, le service public hospitalier a été là pour faire face. Avec le privé d'ailleurs, il y a eu c'est vrai que tout le monde a joué le jeu, mais votre film démontre très bien ce que c'est que le service public hospitalier. Et c'est Robert Debré qui avait créé le CHU en 1958, soigner, chercher et enseigner sur le même lieu. Il faut qu'on continue à avoir cet esprit. Merci Xavier. Jean-Benoît, tu as quelque chose sur les soins. Oui, merci Mourad de ce film. Effectivement, ce film, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été étonné de sa véracité. C'est vraiment ce qu'on a vécu. Alors, on se dit toujours, est-ce que vraiment ça va rendre comme ça? Mais oui, on n'a pas du tout été trahis. Et effectivement, très vite, quand on est très amis depuis très longtemps avec Olivier, quand il m'a parlé de ce que était en train de se monter, le protocole Corrigo, on attendait ça parce que dès les premiers jours de la pandémie, on s'est dit c'est terrible et ça va être terrible, ce qui a été le cas, vous l'avez vu. Mais la problématique, c'est qu'on ne savait pas comment traiter ces patients. Et c'est vrai que cette discussion et ce que vous avez mis en place, et qui a été quand même une réussite, il faut le dire, ça a été incroyable en quelques jours, et nous, ça nous a apporté, on était sur le terrain, vous l'avez vu, ça nous a apporté beaucoup d'espoir, et en fait, c'est terrible d'être démunis et de se dire on ne sait pas quoi faire. Alors, il y en a qui ont fait parfois parfois n'importe quoi, d'autres, on a été plutôt économe, et puis dès qu'on a pu, et ça s'est fait rapidement, et c'est ça qui est extraordinaire, eh bien, on a pu proposer à des patients de rentrer dans ces protocoles. Il y a eu plusieurs types de protocoles, et la joie en quelques mois de pouvoir voir quelque chose qui a émergé. Finalement, tout aurait pu être négatif. Il y a eu plusieurs molécules qui ont été testées. Sur les 6, il n'y en a qu'une qui a émergé finalement. Mais finalement, les autres, c'était très important de les tester, parce que les autres molécules, il y en a qui les testaient comme ça en disant que ça doit marcher, j'ai testé chez un malade, ça marche, non, ça ne marchait pas. Et donc il était important de le dire pour arrêter de le faire chez les malades où ça ne marchait pas, voire même ça pouvait être dangereux, et passer sur d'autres molécules. Donc vraiment, il y a eu cet élan sur la recherche, et je dois dire que je vous tire mon chapeau. Moi j'étais un peu, vous l'avez vu, un exécutant, mais à la fois j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter au jour le jour avec Olivier, et puis j'ai été frappé de comment vous avez pu mettre ça en place en si peu de temps. On va expliquer, mais pour rappeler le contexte de cette époque-là, il y avait un virus qui arrivait, on n'avait pas de traitement anti-infectieux, pas d'antiviraux. Aujourd'hui, le DOP, c'est une maladie infectieuse, on a l'antibiotique, on guérit, et là, on n'avait pas. Donc, il y avait un essai clinique qui avait été fait, le fameux essai Discovery, et Philippe en parlera, et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Dimanche, réunion à la PHP avec une centaine de médecins. Il y a beaucoup de discussions de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Il faut faire des DHRC, il faut demander de l'argent pour pouvoir faire des essais cliniques. Il faut qu'on s'organise parce qu'on sait que la vague va arriver. Et là, on n'avait pas beaucoup d'idées. Et Philippe, il va vous en parler, qui avait déjà pensé, parce qu'il avait déjà vécu avant, sans doute, comment faire de la recherche clinique en temps de guerre pour répondre aux questions plus rapidement. Et nous, Xavier de son côté, à Bicêtre, et puis nous ici, à lesquels on avait commencé à réfléchir, de dire que finalement, avoir trop d'inflammation, c'est pas bon pour la réponse immunitaire, ce qui était complètement paradoxal. De dire on va diminuer les réponses, les défenses immunitaires, on doit essayer de guérir des maladies. Et Xavier avait cette formation sur la polyarthrite rhumatoïde, où à son temps, elle essayé de bloquer l'inflammation. Et nous, on avait, dans les cancers, on injecte ce qu'on appelle les lymphocytes tueurs,
pour tuer les tumeurs. Quand ça s'active trop, ça fait trop d'inflammation et finalement ça ne tue plus. Et donc, et on peut le cancer avec le fameux tumeur, et pareil dans la polyarthrite. Et là, on a convergé. Et c'est vrai que j'ai bien rappelé parce qu'on était ensemble à la faculté, il était un peu vieux point, il était en dessous, mais c'était. Salaud, hein. C'est lui qui m'a appris à faire la première articulation, pour la rhumatologie, etc. Donc, c'est des choses qui marquent. Après, on a passé beaucoup de temps aussi dans les salles de garde à discuter. Rappelle-toi, le samedi après-midi, on passait tout le samedi à Saint-Louis jusqu'à des heures tardives à parler de médecine et de sciences. C'était vraiment des périodes qu'on n'a pas oubliées. On a l'impression qu'on était en vacances à cette époque. On s'est retrouvés comme ça, on dit ouais, il faut qu'on fasse quelque chose. Et après, Philippe il racontera comment on a travaillé de façon extrêmement rapide. Et il faut voir que ça n'a pas été évident parce qu'il a fallu convaincre les infectiologues, convaincre la santé publique, le comité de santé publique et convaincre le comité d'éthique de dire on va mettre un traitement qui va bloquer l'inflammation pour essayer bien de mettre l'infection. C'était complètement anti-dogmatique et qui n'était pas évident. Et ça, il a fallu réfléchir à comment pas mettre les patients en danger si jamais le traitement était délétère, ou au contraire, si c'était bénéfique, faire bénéficier à tout le monde de ce traitement. C'est là que les méthodologistes, Philippe Raveau, qui dirige le centre, je me trompais à chaque fois, mais le gros centre de l'hôtel Dieu, dirige par 100 personnes pour comment réfléchir à faire des meilleurs essais cliniques et faire avancer la recherche. En respectant les règles éthiques et faire avancer les choses de façon correcte, pas comme dans des endroits comme on a vu dans le film. Philippe, tu veux nous raconter un peu des idées de comment on a commencé à travailler là-dessus? Oui, non, mais bon, clairement, on était dans une période très très particulière, donc on ne pouvait pas faire de la recherche clinique comme on fait d'habitude, y compris en termes de délai, y compris en termes de financement, enfin, etc. etc. Donc, moi, j'ai effectivement commencé par écrire une note en disant, voilà, on va faire de la recherche clinique de guerre, on doit répondre dans un délai très rapide, parce que ça ne sert à rien d'avoir des réponses une fois que l'épidémie sera finie. Bon. On ne va pas attendre les financements habituels, parce que de toute façon, et l'expérience nous l'a bien montré, on a reçu des autorisations de financement en général après que les essais étaient finis. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc on a décidé de travailler complètement différemment. Et puis bien sûr, ce qui était très compliqué, c'est qu'on ne connaissait pas cette maladie. Donc il fallait des gens qui, comme Olivier, comme Xavier, aient une idée de qu'est-ce qu'on pourrait dire de la physiopathologie de cette maladie, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme molécule qui serait utile, etc. etc. Voilà. Et donc on s'est lancé à quelques-uns. Il y a aussi Mathieu Rachrigon, Maxime Dougados, voilà, et puis des centaines de cliniciens qui nous ont aidés, en se disant on va essayer de faire quelque chose. On savait que ça ne serait pas parfait, bien sûr, parce que on a monté ça en quelques jours, et puis voilà, on a commencé à écrire un protocole un samedi. Il fallait, voilà, on avait quelques heures pour écrire ce protocole. Normalement, il faut un mois après pour avoir un avis de comité d'éthique. En 24 heures, on avait un avis. Et puis après, il y avait X autres étapes de validation par l'agence du médicament, etc., la CNIL, etc. En 10 jours, on avait toutes ces autorisations et à ce moment-là, on a commencé à faire des essais cliniques, quoi. Et faire des essais cliniques dans ces périodes, c'est extrêmement compliqué parce que bien sûr, les cliniciens, ils ont autre chose à faire que faire des essais cliniques, etc. Donc il fallait réfléchir différemment l'organisation, etc. Et puis, on avait des problèmes au quotidien qui étaient extrêmement compliqués. Par exemple, quand on a fait le début de l'essai de tocilizumab, au bout de 24 heures, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas assez de médicaments pour faire l'essai. Donc on a dû changer les doses utilisées et changer le protocole parce que finalement, il y avait... tout le monde a oublié, mais à l'époque, on avait des pénuries majeures de médicaments, y compris de médicaments importants, etc. Et donc là, on n'avait pas assez de médicaments pour faire l'essai. Donc on a changé la dose, etc. Voilà. Et donc ça a été effectivement une aventure absolument folle, où voilà, on essayait de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Donc c'est pour ça qu'on testait plein de molécules le plus rapidement possible, en sachant que c'était pas parfait ce qu'on faisait et que voilà, on pourrait toujours discuter, surtout les gens qui n'avaient rien fait, qu'on aurait pu faire différemment, on aurait pu faire mieux, etc., etc. Mais on pensait que voilà, c'était un bon moyen de trier parmi toutes les molécules disponibles, et effectivement en prenant plus de risques qu'on ne prend habituellement avec un essai clinique, quoi, en acceptant
que le niveau de preuve de ce qu'on avançait soit moins bon que ce qu'il est d'habitude. Voilà. C'est vrai qu'il fallait la limite. Et puis bon, il y a l'épisode, tu peux en parler si tu veux, du canard enchaîné. Ouais, alors moi, j'ai pas trop de souvenirs de cet épisode du canard enchaîné. C'est plutôt les. Enfin, moi, j'étais pas tellement en première ligne sur le canard enchaîné, j'étais plutôt en première ligne avec nos collègues qui pensaient que voilà, on aurait dû faire différemment, blablabla, etc., etc. Et en fait, j'ai pas de réponse. Ils avaient en partie raison pour un certain nombre de choses, mais j'aime bien aussi la vision des Anglais sur le truc. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a fait a été fait strictement de la même manière en Angleterre. C'est-à-dire que qui a annoncé les résultats de l'essai Recovery en Angleterre, c'est Boris Johnson. Et après, donc il y a eu les gens ont dit ça aurait dû être publié d'abord, c'était pas la bonne manière de fonctionner, etc., etc. Et puis j'ai des collègues anglais qui ont aussi publié. En fait, le fait que ce soit Boris Johnson qui annonce ça, etc., fait que on a évité 1500 morts. Tout le monde a oublié, ou 5000 morts. Tout le monde a oublié qu'à l'époque, il y avait tous les jours des centaines, voire des milliers de morts, quoi. Et donc, on était dans une course contre la montre. Donc, dire « Ah oui, mais il faudrait le publier sous telle manière ou machin, etc. » Oui, mais en pratique, voilà, on a fait différemment, on a peut-être eu tort. Alors, ce qu'on a beaucoup appris aussi, c'est que ce qui était très compliqué, c'était toute la relation avec les différents niveaux de l'État, les cellules de crise, etc., etc. Par exemple, une des grandes angoisses, c'était de montrer qu'un médicament marche et qu'après, on soit incapable de le fournir. Parce qu'aucun de ces médicaments n'était produit en France, enfin, etc., etc. Donc, tout le monde a oublié ça, mais nous, on avait des accords avec les cellules de crise gouvernementales pour dire, si on a l'idée qu'un médicament peut marcher, on va vous le dire, on va vous laisser 15 jours ou 3 semaines pour assurer un approvisionnement. Parce que ce n'est pas la peine de démontrer qu'une molécule marche si derrière, on n'est pas capable de la fournir. Enfin voilà, ce genre de choses. Et ça, tout ça, c'était pas, bien sûr, c'était pas dit, c'était pas écrit. En tout cas, je ne pense pas que les gens du canard enchaîné avaient des idées de ça. En fait, il faut se rappeler du contexte que à l'époque, quand on fait cette étude et qu'elle sort, l'idée qu'on avait eue, qui était assez originale, c'est qu'on avait pu bénéficier de tous les étudiants, les chercheurs qui étaient chez eux, parce qu'il n'y avait plus rien qui était ouvert. Ils ont travaillé tous les jours pour prendre les données et on analysait tous les 15 patients, les résultats dans chaque bras, de façon aveugle, entre guillemets. Et quand c'est sorti positif, évidemment, on n'avait pas le droit de garder l'information. Alors, on a communiqué directement, c'était au comité de santé publique et à la direction générale de la santé. À l'époque, c'était au début des Zooms et des téléphones. Machin. Et en fait, il y avait 400 personnes derrière. On sait qu'on était à 3 ou 4, 400 personnes. Vous sortez à l'époque, au début, c'était un mois après la crise, que vous avez un traitement qui dit par 2 le risque d'aller en réanimation et de mourir. À ce moment-là, tout le monde est au courant. Et le lendemain, c'était un afflux de journalistes, de télévision, etc. Donc, on ne pouvait pas répondre. Et c'est là qu'on a décidé de faire un comité de presse. Donc, voilà, on a l'habitude. Et vous pourrez le relire, il est très soft. On ne dit pas qu'on a créé le Covid, on ne va pas passer à la d'habitude. Voilà, on a des données intéressantes qui suggèrent qu'on peut diminuer par 2 la mortalité et le passage en réanimation. Et ça a déclenché. Oui, et qui doivent être confirmés par d'autres équipes. Exactement, ce qu'on avait prévu. C'est ce qu'ont fait les autres d'ailleurs. Après cette étude. Et ça a été quelque chose qui était important. Et comme l'a rappelé Philippe, il fallait voir qu'à l'époque, les médicaments, c'était un peu la guerre. L'histoire de Emmanuel Macron, le jour où il va à Marseille, il est vu le matin même. Lui, il dit moi, j'ai Trump qui me dit je veux toute la chloroquine chez Sanofi pour envoyer aux États-Unis. L'OMS, moi, je la veux toute pour envoyer en Afrique. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? À l'époque, il y avait 10 malades traités en ouvert. Bon, quelque chose qui dit ouais, j'ai viré le Covid. Prenez 10 patients qui ont un petit Covid, dans une chloroquine, ils sont tous virés, voilà, j'ai viré le Covid. Et c'est parti là-dessus. Et après, c'est ça qui a fait le tempo de cette crise. Et nous, on a essayé de rester très froid là-dessus, de garder notre timing, de faire les essais correctement et de nous rapprocher d'avoir communiqué un peu trop rapidement. On était obligé de le faire. On était obligé parce qu'on avait une pression importante. Et d'un point de vue éthique aussi, et ça peut discuter, on ne pouvait pas garder l'information, en tout cas pour nous, que pour la France, c'était la divulguer au monde entier. D'ailleurs, les autres auraient cliqué derrière et c'est après un des traitements de référence. Et tout ça, je le rappelle, c'était basé sur des données et des réflexions qu'on a vues, Xavier et moi, parce qu'on travaillait sur l'information, sur plein de choses. Alors après, ça nous en ouais, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'hypothèse, elle était quand même assez osée au départ. Donc, moi, je m'intéresse aux médicaments anti-inflammatoires, et ce qu'on appelle les biomédicaments anti-inflammatoires dans les maladies auto-immunes depuis 25 ans. Et
on a développé, notamment avec Philippe, énormément d'études, de cohortes, parce qu'on est tous inquiets que ces médicaments puissent augmenter le risque d'infection. Et effectivement, dans certains de ces médicaments, on augmente un peu le risque d'infection. Et là, on allait mettre un médicament anti-inflammatoire très puissant dans une maladie infectieuse. Et c'est pour ça, quand même, qu'on a eu quelques réticences des infectiologues, il faut le dire aussi au début, parce que c'était un concept qui choquait là-dessus. Et quand on a montré qu'effectivement, on semblait améliorer le pronostic du Covid, et en plus, le paradoxe encore, c'est qu'on diminuait les infections secondaires. Et ça, c'est finalement ce qui est le plus étonnant dans toutes ces études, et ça a été confirmé par toutes les études qui ont utilisé le tocilizumab, où le pronostic du Covid n'était pas transformé, c'était pas bouleversant, hein, 20% de morts en moins, 40 à 50% de passage en réa en moins, c'est déjà ça, et finalement moins d'infections secondaires. C'était ce concept nouveau qui était finalement difficilement accepté par beaucoup et qu'il fallait absolument démontrer. Alors justement, non. Un petit mot sur les médias, parce qu'effectivement, problème de communication à un moment où la recherche semble avancer. On est au moment où Paris Match fait la une sur l'anakinra. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un autre hôpital, à Foch, exactement. Pour ne pas le citer. Et puis, après, c'est le miracle de Saint-Joseph. Le miracle de Saint-Joseph, exactement, c'est le titre. Et donc, on est dans une surenchère. La presse qui arrive tous les jours parce qu'il faut le combler, que les gens attendent le médicament miracle. Et donc, tous les jours, il y avait des médecins qui venaient, infectiologues, virologues, enfin bref, tout le monde venait sur les plateaux pour donner Et puis, il y a eu le miracle Raoult. J'en parle parce que moi, je l'ai vécu de l'intérieur, et c'est pour ça que c'est intéressant quand on est comme ça en immersion. On se rend compte, et quand j'étais en réanimation, l'équipe soignante me disait on est des serial killers. On a là un médicament qui fonctionne, puisque Raoult n'arrête pas de dire qu'en gros, il a trouvé la pilule miracle. Et nous, on est là, on ne leur donne pas aux patients. C'est quand même assez terrible. Et dans ce contexte-là, il y a une équipe qui, protocole de guerre, effectivement, qui essaie de faire au mieux dans des conditions les plus difficiles, avec, comme vous avez pu le voir en France, hein, pour signer juste pour qu'un patient accepte de rentrer dans le protocole, c'est 3 papiers dans un premier temps à signer, alors qu'ils sont un peu comme ça en vrac. Ensuite, à partir du moment où ils sont tirés au sort, de nouveau, et moi, j'ai vu le contexte et le cadre enchaîné, pour moi, franchement, ce jour-là, ils ont vraiment baissé de leur crédibilité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas appelé Olivier, ce qui aurait été le minimum d'appeler celui qui, en l'occurrence, puisque c'est lui qui a été, hélas, dans le cadre enchaîné, la cible, là, c'est notre force. Et j'ai trouvé ça lamentable, parce que journalistiquement, c'est impardonnable. Nous, on doit aller voir celui qui est à l'origine. Et effectivement, aujourd'hui, les chercheurs, vous n'êtes pas des communicants. Vous n'êtes pas ceux qui avaient voulu absolument communiquer autour de ça. Jean-Benoît le disait, vous disiez aussi, il y a un moment où on est obligé de communiquer sur quelque chose qui avance, parce qu'on est dans une pandémie, donc c'est mondial. Donc forcément, à un moment, si on a quelque chose, il faut en parler. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est plusieurs métiers. Je pense que vous avez été aussi un petit peu abusé, piégé par cette envie de faire. C'est pas vous, je le sais. Mais en tout cas, il y a eu, il fallait communiquer. Je pense que ça a été, pour le coup, assez détestable. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, vous n'avez jamais baissé les bras, quoi. Heureusement, ça a été dur de remonter la pente après bien branché. Mais on a réussi quand même. Alors, je voulais parler un peu de la recherche fondamentale, parce qu'on est magique quand même. Et c'est vrai qu'au début, on ne connaissait pas grand-chose non plus. Et il y avait des maladies à imaginer qui ressemblaient un peu à la pneumopathie Covid, hein, qui était ce qu'on rappelle tout à l'heure Stanislas, des interféropathies. Et tu vas nous montrer comment une belle hypothèse, en fait, est complètement fausse. Mais finalement, on a fait beaucoup avancer la recherche. Ouais, merci beaucoup. Je peux encore plus le dire, mais c'est un film magnifique. C'est vraiment touchant parce que j'ai la chance d'être médecin et de faire un peu de recherche. Donc j'ai eu les deux aspects, d'abord au labo, puis après en clinique. Et j'espère pas vous choquer en disant ça, mais on a dit depuis le début que c'était une période très spéciale, mais sur le plan scientifique et de recherche, c'était une période incroyable et hyper fascinante parce qu'il y avait tous les jours un gros papier qui sortait, ce qui fait qu'on passait notre temps à faire la bibliographie, à lire. Et comme ça a été dit, en fait, moi j'ai fait ma thèse dans un laboratoire qui ne s'intéresse pas du tout aux maladies infectieuses et aux virus, absolument pas, et qui s'intéresse à l'auto-immunité des enfants. Donc vraiment rien à voir avec tout ça.
Et c'était pas du tout prévu au départ qu'on travaille là-dessus. Et c'est parti en fait d'une discussion WhatsApp, comme beaucoup de médecins qui faisaient de la recherche. Au départ, j'ai appelé des services pour filer un coup de main, puis on m'a dit, oh, mais il y a plein de monde, t'inquiète, ça ira. Puis du coup, ma femme m'a dit, bon, est-ce qu'on file en Bretagne, comme tout le monde, comme tout Parisien qui veut bien. Et puis en discutant avec un de mes futurs chefs dans mon futur service, il me dit, non, mais là, il y a quelque chose à faire par WhatsApp comme ça. Viens, on prend des patients, c'était la veille du confinement, viens, on fait des trucs au laboratoire, puis on en parle avec Frédéric, le directeur du laboratoire, qui demande des autorisations, imagine, qui dit oui tout de suite. Et du coup, dès le lendemain, eh ben, on a les premiers prélèvements et on se dit, on regarde les scanners et on se dit, en effet, ça ressemble à une maladie qu'on connaît bien, imagine, où c'est des enfants qui ont une maladie monogénique, donc une mutation dans un seul gène qui rend compte de cette maladie. Et c'est des patients qui produisent trop d'interférons. Et l'interféron, on sait que c'est la première ligne de défense contre les virus. Et quand il n'y en a pas assez, bah, c'est pas bon parce qu'on fait des infections virales graves. Et quand il y en a trop, et bah, c'est pas bon parce qu'il y a trop d'inflammation. Et ça donne notamment des lésions pulmonaires avec des scanners qui peuvent ressembler à ce qu'ont les patients contre Covid. Et donc on se dit, ah bah, on a peut-être trouvé le bon truc, c'est que ces patients-là, ils répondent de façon démesurée au virus, ils produisent trop d'interférons, et trop d'interférons, et bah, c'est trop toxique. Et donc on part sur cette hypothèse-là en étant vraiment assez confiant dans cette hypothèse, donc on commence, et quand vous faites de la recherche, souvent vous devez relancer des cliniciens pour avoir des prélèvements, c'est difficile, et là il n'y avait pas de problème, ça arrivait en masse, tous les jours des prélèvements, et c'était vraiment incroyable. Bon, vous l'avez dit, pour le travail nocturne, bah, nous c'était pareil, on a travaillé du matin à 8h jusqu'au soir minuit, alors parfois pas avec les autorisations de l'Institut, mais on restait tard et on venait le week-end, et donc on regarde les données, et puis en fait on se rend compte au bout d'un moment que notre hypothèse est complètement fausse, que c'est complètement l'inverse en fait qui se passe, et quand on compare des patients peu graves à des patients modérément graves à des patients très graves, en fait on se rend compte que justement les patients les plus graves ont un défaut de production de cet interféron, et que de façon simple, en fait, ils ont un déficit immunitaire, où ça a été montré par d'autres équipes de l'Institut par la suite, et soit génétique inné, soit acquis, et donc ils ont un défaut de réponse antivirale. Et donc pour tout vous dire, on a fait, c'est jamais arrivé, je pense, en tout cas, et Frédéric Reloca, qui était mon directeur, a beaucoup d'expérience de recherche, on n'a jamais fait ça, on a manipulé, on a produit les données en 1 mois et demi, et en fait on a mis plus de temps à publier le papier qu'à produire les données. Donc c'était vraiment, voilà, et ce qui était fascinant encore, mais comme ça a été dit, c'était exactement de la même façon le même cas d'un point de vue recherche, c'est que parfois en recherche translationnelle ou fondamentale, bah, il y a une forme de concurrence, les équipes ne communiquent pas trop, on ne veut pas partager les données, etc. Et bah là, on a travaillé de commun entre une équipe à Pasteur, une équipe à Imagine, une équipe à Cochin, et tout le monde a travaillé ensemble. La journée, on manipait. Le soir, on analysait les données, on s'envoyait des photos par WhatsApp, des graphiques jusqu'à minuit. On disait, ah, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça. Et voilà, donc non, c'était fascinant et ça a permis d'aboutir à des beaux travaux et qu'on a été une pierre à l'édifice. Alors, ça n'a pas permis de guérir la maladie, mais ça a été des petites pierres à l'édifice de la meilleure compréhension et de l'émergence de certains traitements. Minuit, c'est un peu tôt. Non, minuit, la fin des manifs, après, il y avait des analyses. Donc, on va passer la parole à Aurélie, qui est une informaticienne et généticienne, qui va nous raconter un peu l'histoire de ce qui a été publié à l'Imagine au cours de cette Covid. Oui, merci beaucoup. Je voudrais déjà d'abord vous remercier et vous féliciter pour votre film. J'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout que j'ai vécu effectivement les choses moi assez différemment parce que je suis vraiment 100% recherche fondamentale et en plus, comme ça a été dit plus tôt, sur le versant biostatistique, bioinformatique, donc moi je suis toujours derrière mon ordinateur, et donc j'ai vécu les choses à distance. L'Institut était ouvert, mais moi je faisais partie des gens qui y travaillaient, qui étaient du coup assignés entre guillemets au télétravail, et j'ai trouvé ça donc vraiment très intéressant de voir comment ça s'est passé, parce que j'ai travaillé beaucoup sur le Covid, on s'est beaucoup investi, on s'investit toujours beaucoup d'ailleurs sur cette maladie, et de voir en direct, c'était vraiment très intéressant, donc merci beaucoup. Donc effectivement, notre laboratoire a fait certaines découvertes sur la Covid-19. Donc on a un laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses, donc on s'intéresse aux déterminants génétiques, essayer d'identifier les mutations dans les gènes qui peuvent expliquer pourquoi certaines personnes font des infections sévères alors que d'autres restent complètement asymptomatiques. Et on avait déjà tout un historique sur les infections virales et notamment publié des papiers sur des défauts génétiques qui étaient responsables de formes sévères de grippe. Et c'est ce qui nous a amené en première intention à faire l'hypothèse que ces mêmes défauts génétiques pourraient aussi
être responsable de formes sévères de Covid-19 en vue de certaines ressemblances qu'il pouvait y avoir entre ces deux infections respiratoires. Et c'est ce qu'on a trouvé. Donc on a trouvé des défauts génétiques, donc des mutations, des gènes qui sont impliqués soit dans la production, soit dans la réponse à ce qu'on appelle les interféron type 1, qui sont des molécules qui sont produites très rapidement en réponse à une infection virale pour limiter la réplication du virus, faisant donc que ces personnes avaient donc un déficit dans cette voie des interférons type 1, comme ça a été dit, et donc incapable de contrôler cette réplication. Ce qui nous a aussi amené à s'intéresser à une autre hypothèse, qui était la présence peut-être de ce qu'on appelle des phénocopies auto-immunes, la présence d'auto-anticorps dans le sang des patients préexistant donc l'infection et qui viennent bloquer l'effet en fait des interférons de type 1 contre donc la réplication virale. Et donc c'est ce qu'on a trouvé. Donc on a identifié des défauts génétiques chez à peu près 5% des patients, plutôt des patients jeunes, et on a identifié par contre des auto-anticorps contre ces interférons de type 1 chez plus de 15% des patients avec des formes sévères de Covid-19, de pneumonie Covid-19, plus volontiers des patients âgés. Ce qui est aussi très intéressant sur le plan scientifique, c'est qu'on a testé de grands échantillons de la population générale non infectée et on a pu montrer que ces auto-anticorps avaient une fréquence très faible chez les personnes relativement jeunes, avec une prévalence d'à peu près 1% avant l'âge de 65 ans, et qu'après ça augmentait de façon exponentielle avec l'âge, atteignant près de 7-8% de fréquence chez les personnes de plus de 80 ans, ce qui expliquait une grande partie de l'effet majeur en fait, de l'âge, qui est un facteur de risque vraiment qui est très important de formes sévères de Covid-19. Donc on a compris beaucoup de choses, et ce n'était pas seulement théorique, parce que finalement ça a débouché sur des traitements, notamment l'interféron. Alors l'interféron qui avait été testé au départ dans les études cliniques correctement, mais qu'on donnait très tard. Très tard, ça a aggravé la maladie au contraire, et ce qu'on sait, c'est qu'il faut donner au début, avant même que le virus ait le temps de rentrer dans les cellules, et donc c'est là que ça marche, après ça ne sert à rien, c'est trop tard, et un peu pareil pour les corticoïdes et les tocilins, si on fait trop tôt, c'est délétère, si on fait au bon moment, c'est là que c'est mieux, et ce qu'on fait après, ça ne marche pas. Et ça avait été aussi un côté un peu génial de Philippe, de dire ouais, les malades, on ne va pas traiter tout le monde comme ça avait été fait, on va les classer, on n'est pas grave, les bons graves, on a fait des chaînes de classification, et on était les seuls d'ailleurs à avoir vraiment ciblé la bonne population en disant la population qui est grave, mais pas encore trop grave, on va essayer d'éviter de l'amener en réanimation et de la tuer. Et c'est là que ça marchait mieux que aussi pour l'interféron. Quand on prenait cette population-là, ça l'a aggravé le contre. C'est en réfléchissant qu'on se dit qu'il faut le prendre au début. Tout ça, ça laisse pas mal d'espoir pour ceux qui ont appris cette année. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on ne connaissait rien. En même temps, 2 ans, on a vraiment compris la physiopathie de cette maladie, ça c'est extrêmement important. Et alors, juste pour finir, c'est que dans les protocoles de Corée-du-Nord, en fait, on incluait sur les patients, on a plus de 2000, sur toute la période qui a duré assez longtemps quand même. Et on voit le taux de mortalité des patients qui arrivaient avec 3 litres d'oxygène au début dans les services, il y avait 40% de mortalité. À la fin, on est à moins de 5%. Les mêmes patients, moins de 5%. Et ça, c'est grâce à la recherche clinique qui a été faite dans les centres français. Deuxièmement, aux soins, parce qu'on a progressé aussi tous en communiquant le matin, le soir, la nuit, dans les réunions, un peu partout. Et ça, c'est ce que je disais, c'est ce réseau qu'on a monté à la PHP, qui est unique au monde. J'ai fait beaucoup de pays, et il y a peu d'endroits où on peut communiquer comme ça, s'appeler n'importe quelle heure, n'importe quoi, pour donner des avis. Et c'est grâce à ça qu'on a progressé de façon très très rapide au cours de cette crise Covid. Et ça a évité, comme on l'a vu, au niveau de 2 lits de réanimation sur tout Paris, l'implosion du système de santé. Et finalement, on est passé au travers, juste, on est passé grâce à cette recherche et cette communication entre les gens. C'est quelque chose que j'aime bien rappeler à chaque fois parce que c'est une réalité. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce qu'on parle beaucoup là, peut-être qu'il y a des questions. Bonsoir, je m'appelle Alain, je suis un médecin vasculaire au 7B, donc je tente de poser un peu. Merci beaucoup, monsieur, pour votre film qui est effectivement extrêmement juste. C'est la première fois que je vois sur un écran le couloir où on met l'ordinateur sur lequel on travaille, le téléphone
qu'on utilise pour des années. Merci d'avoir retracé ça. La soirée s'appelle Covid, leçons de crise. Et donc, je voulais vous poser la question, quelles leçons vous tirez de cette crise Covid? Comment ça a changé votre pratique? Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui que vous n'aviez pas avant? Une des leçons, et c'est ce que venait de dire Olivier, c'est l'interdisciplinarité. C'est que finalement, dans une maladie nouvelle, elle touche un seul organe, le poumon. Finalement, pour progresser, il a fallu mettre ensemble des immunologistes, des hématologues, des rhumatologues, parce que c'était un traitement de la polyarthrite finalement qui a montré son efficacité, et pas seulement des pneumologues et des infectiologues. Et puis bien sûr, pour mettre en place tous ces protocoles de recherche. Et c'est vraiment le travailler ensemble, moi, qui m'a frappé. Ensemble, notre spécialité, et puis ensemble aussi avec les autres métiers de l'hôpital. Ça a été une aide quand même extraordinaire des administratifs. Et une aide aussi, on a parlé de ces comités interministériels, ces choses-là, mais ils nous ont aidés de façon extraordinaire pour les autorisations. On n'aurait jamais pu faire ça sans eux. Donc, finalement, c'était tout le monde ensemble. C'était ça qui est... Et ça, pour faire face à une crise, il faut arriver à se mobiliser comme ça. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'arrive pas à le faire en période entre guillemets normale. Je peux répondre. Pour moi, les leçons, il y en a deux. Un, ça a confirmé la place d'un service et d'une équipe. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu faire ce que vous avez vu si déjà on n'était pas soudés, si on n'avait pas des infirmières formidables. Et ça, je le sentais présenter, mais on le voit encore plus. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, on casse un peu cette dynamique d'équipe, alors qu'en fait, tous les services en France ont tenu grâce à des gens formidables comme infirmières, les aides-soignants que vous avez vus ici. Donc ça, toi qui es encore interne, je crois qu'il faut garder ça en tête et il ne faut pas se laisser avoir par des sirènes. Il faut maintenir cet esprit d'équipe. Une infirmière, elle n'est pas déplaçable à droite à gauche quand elle est dans un service. Eh bien, ça sert à quelque chose. Elle acquit une certaine compétence. Et justement, pour donner dans une situation aiguë comme ça, on est suffisamment en confiance pour pouvoir faire des choses qui peuvent être un peu extraordinaires. Et ces choses extraordinaires, c'est le deuxième point. Ce que ça m'a appris, c'est que il faut oser. Il faut oser, ça vous avez su le faire. Donc, nous, on a osé s'impliquer autant dans ces études pour immuno, et aussi, il faut savoir rester à sa place. C'est-à-dire que probablement, on a tous des égos, hein, et malheureusement, il y en a beaucoup d'égos. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément l'ego, il y a le fait que chacun a voulu mettre sa sauce. Et il y a probablement trop de gens qui ont dit moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, je vais faire ci, ça, mais à un moment donné, si tout le monde fait quelque chose dans son coin, ça va pas marcher. Et ce qui a bien marché avec Corrimino, puis il y a eu quelques autres études qui ont bien marché, c'est qu'à un moment donné, il faut se dire oui, ce qu'ils ont fait c'est très bien, et on va les suivre, et on va y aller fort pour inclure des malades, parce que sinon, et probablement, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu encore plus de personnes, on aurait beaucoup plus de patients, on serait allé encore plus vite, et on aurait pu découvrir encore d'autres traitements. Donc voilà, je pense que moi, ça m'aura appris ça. À un moment donné, il faut savoir rester à la fois oser, mais rester à sa place et suivre ceux qui ont des bonnes idées et y aller collectivement. Voilà, et ça, c'est important, je pense. Peut-être un petit mot, Philippe, tu peux dire ce que c'est d'accord avec nous, qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place, qu'est-ce que tu essaies de mettre en place pour une future crise. Merci. Oui, alors, effectivement, dans le cadre des actions du gouvernement, etc., ils ont réfléchi sur le fait qu'un certain nombre de plateformes devaient être pérennisées pour se préparer en intercrise, parce qu'on imagine qu'il y aura potentiellement d'autres pandémies. Peut-être qu'il n'y en aura pas, mais peut-être qu'il y en aura. Et donc actuellement, il y a une discussion pour qu'un certain nombre des plateformes qui étaient en charge des essais cliniques pendant la phase de pandémie, ou bien de la recherche de virus dans les eaux usées, etc., et qui ont plutôt bien marché, soit d'une manière ou d'une autre pérennisées et qui est un financement
à un peu plus long terme pour ces plateformes. Voilà. Donc avec des financements relativement importants, etc. Et donc actuellement, c'est en train d'être... On a soumis ces projets, et ils sont évalués, etc. Et normalement, on devrait être financés. Mais je pense que cette idée de se préparer en intercrise à ce qui va se passer en crise est absolument indispensable, parce que voilà, nous, on a été obligés d'inventer plein de choses pendant la crise, y compris en termes de communication, de prise de décision, etc. etc. C'est-à-dire qu'on aurait été très très content, par exemple, qu'il y ait un espèce d'organe éthique à qui on soumet un certain nombre de choses et qu'on lui dise, bah voilà, est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour communiquer, oui, non, quoi. Alors que là, nous, on était obligés d'appeler le président du comité national d'éthique, etc., etc., et d'essayer d'inventer quelque chose. Et ça nous est arrivé 50 fois pendant ces essais, quoi. Et donc, anticiper ça, je pense que c'est une bonne idée, plutôt que d'avoir à inventer des choses au fur et à mesure pendant un essai. Merci beaucoup pour ce film qui est vraiment super. Du coup, ma question est liée à ce que vous êtes en train de dire, c'est que j'ai appris par notre côté, on a appris que même malgré la crise et les promesses que les politiciens ont pu donner ensuite pour les économies à l'hôpital, on a appris qu'il y avait quand même des situations de vie, même en 2022, etc., encore cette année. Du coup, ma question, c'est, pour moi, j'imagine que c'est une certitude qu'il y aura de nouveau une nouvelle pandémie, soit un virus ou autre. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, dans l'année 2020, l'hôpital s'est encore dégradé et qu'on pourra faire face aussi efficacement qu'en 2020 à l'époque, on avait 7000 lits en réanimation, j'ai dit pour revenir un peu moins. Quel est votre point de vue là-dessus, vous tous? Si je peux répondre rapidement, c'est vrai qu'il y a eu une période de réduction du nombre de lits qui est voulue politiquement. Pour raison, je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, c'est plus le problème. Le problème, c'est qu'on n'a plus des infirmières, plus d'expérience, voire maintenant plus les médecins pour remplir les lits qui sont budgétisés, qui sont ouverts et qui sont fermés de facto parce qu'on n'a pas de personnel. Et surtout dans des grandes villes comme Paris, notamment à cause des salaires qui ne sont pas suffisants, à cause des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles. Et puis c'est vrai que le Covid, tout le monde est parti à fond. Il y a une sorte d'épuisement derrière qui contribue aussi pour ces métiers difficiles. Et ce qu'il faut, c'est redonner envie. Et je pense que ce film, moi, c'est ça qui me cause, parce que ça rappelle vraiment ce que disait Xavier, ce qu'on vit tous les jours. Et pour les plus jeunes, je pense que c'est un modèle, ce film. Ça donne envie de travailler parce qu'on fait des choses utiles, on a l'impression que ça va à quelque chose. Et redonner du goût à la médecine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la société a changé. Bon, nous, on a été élevés, vous avez aussi, quand on était interne, on faisait 22 gardes dessus dans le mois. Bon, c'était normal, chacun faisait plus. Maintenant, c'est fini ça. Et donc, quand vous aviez des gens qui travaillaient 120 heures par semaine, et on passe à 40 heures, c'est normal, il faut avoir une vie en dehors. Forcément, ça réduit par 3 le nombre de praticiens qui peuvent prendre en charge. Donc, ça, c'est un vrai problème. Il faut redonner goût, je pense, à la médecine, au travail, et en recherche, c'est un peu la même chose aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire des bonnes découvertes, c'est très difficile de les mener au bout, et c'est très difficile de publier. Et à la fin, pourquoi un moment de gloire personnel ou de l'ego qui va durer 5 minutes, et après, ça a attendez. C'est vrai, après, il faut se mettre par une conscience très forte pour se dire ce que j'ai fait, c'est une petite goutte dans l'océan des connaissances, et je l'ai fait avancer toute cette connaissance. Et qui a servi finalement, parce que quand on a toutes ces gouttes qu'il y a eu pendant cette période, ça a fait diminuer la mortalité de façon spectaculaire. Enfin, je le répète, je ne vais pas revenir à chaque fois la même chose, et c'est tous les acteurs en commun. Voilà, donc après, pour entrer dans la politique, il faudrait faire pour que les hôpitaux retrouvent des personnels, il y a plein de choses que vous avez toujours parlé. C'est là-dedans que Non, le problème, c'est plus les lits, hein, c'est les personnels. Les lits sont fermés parce qu'on n'a plus de soignants. Hein. Il manque 15% d'infirmières à la PHP. 15%. Donc il y a 15% des lits fermés pour ça. Et donc, moi je dirais juste, c'est ce qu'a dit Jean-Benoît, c'est le service. Il faut, tout le monde le dit qu'il faut remettre le service au centre de l'hôpital, mais en pratique, il y a une espèce de frein des administratifs qui ont pris le pouvoir sur l'hôpital depuis 20-25 ans, avec les réductions organisées, hein, des moyens, des lits, et tout ça, ça a été fait par des administratifs qui ont fait des plans d'efficience depuis 20 ans, et à chaque fois, il fallait... L'efficience, c'est l'économie, en fait, hein, c'est pas de l'efficience.
il fallait faire 2-3 milliards d'économies par an et 70% du budget de l'hôpital, c'est les salaires. Donc on a supprimé des postes et on a donc augmenté la productivité, on a perdu le sens du métier. Et pour ça, on a créé des mégastructures qui n'ont pas de sens. Donc c'est le service et l'équipe, il faut vraiment redonner ce pouvoir, diminuer les strates administratives et puis augmenter encore les salaires. Et le Ségur a augmenté, et c'est vrai, on était au 27e rang mondial, OCDE, des pays riches, pardon, 27e rang de l'OCDE au salaire des infirmiers, on est aujourd'hui au 16e, au milieu, mais ça ne suffit pas. Et notamment le salaire de week-end et de nuit, et c'est des gens comme une société aujourd'hui, c'est difficile de travailler la nuit et le week-end, donc il faut là augmenter encore les salaires. Et bon, les choix politiques, malheureusement. Il y a quelque chose qui est remarquable aussi dans le film de ce Fischer, de Sauvin, qui vous raconte qu'il a commencé sa carrière à balayer par terre, après il est passé dans cardiaque, après il est passé soignant, après il est passé infirmier, après il est passé cadre. Vous voyez, c'est un monsieur extraordinaire. Quand on arrête le Covid, on enlève le non, on va pas enlever la pancarte, on enlève quelque chose de grand, ça recommence, on va l'enlever. Ça, c'est l'esprit de la PHP. Et aujourd'hui, c'est vrai, malheureusement, heureusement, mais le métier d'infirmière, c'est devenu un métier universitaire, donc avec une licence, une maîtrise. Et les gens qui avaient arrêté en troisième, qui avaient arrêté l'ascenseur social qu'il avait à la PHP, qui était formidable. On savait plein de gens qui sont passés jusqu'à des grands directeurs d'hôpitaux, qui ont commencé comme brancard, comme balayeur dans les hôpitaux. Maintenant, c'est plus possible. Et on voit une fracture sociale importante, et on a pu cette remontée. Et ça, c'est une source de motivation. Et on avait du personnel infirmier qui était motivé parce qu'ils connaissaient les métiers qui commençaient en bas. Et aujourd'hui, on a des infirmières qui sont à Bac+5, arrivent dans un métier difficile avec un salaire qui n'est pas très important, elles trouvent facilement des postes plus intéressants, plus rémunérés, et on a perdu le sens de ce qu'on faisait, comme vous savez, dans les services. Moi, j'ai l'exemple de l'EMS, qui est infirmière, on va dire à la fin, tu vas travailler en soins palliatifs à l'hôpital X, ou tu vas être directrice du club de surf de Nantes. Parce qu'elle est infirmière, le choix à 25 ans, et je comprends. Et je comprends. Et c'est ça qui manque, et aujourd'hui, il faut redonner des motivations possibles pour la recherche fondamentale. C'est une question. Merci beaucoup pour ce film. On entend des témoignages qui sont vraiment touchants, aussi bien de la part des soignants que des patients. J'avais une question sur. On voit très bien dans le film comment est-ce qu'une crise comme celle-ci a été gérée, traitée dans un grand hôpital parisien comme HEGP. Je vais poser la question de savoir si elle avait été vécue de la même façon, ou en tout cas les choses avaient été gérées de la même façon, dans des hôpitaux qui sont peut-être moins bien placés, qui ont moins de moyens. Je pensais notamment aux hôpitaux d'outre-mer. Est-ce que, peut-être Olivier, tu veux parler un jour de la situation aux Antilles ou en Guyane? Comment est-ce que là-bas, la pandémie a été gérée? J'imagine avec beaucoup moins de ressources, beaucoup moins de moyens, donc peut-être moins de... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'expérience de ce genre de crise que dans une ville comme Paris. Alors, globalement, pour répondre à ta question de façon plus précise, quand on regarde ce qui s'est passé dans le Covid sur le territoire national, on va dire territorial, globalement, le sentiment que ce qui a été montré dans le film, on a vécu un peu la même chose partout, parce que tous les moyens ont été mis, c'était négatif, les gens sont vraiment motivés, mobilisés pour pouvoir aller travailler. Il y a eu des échanges d'infirmières, d'infirmiers, d'aides-soignantes, de médecins qui sont passés à l'époque de la Bretagne ou de l'Auvergne, il y avait pratiquement pas de Covid à la première vague de monter sur Paris pour aider les gens. Donc il y a eu une sorte de solidarité importante, et finalement sur tout le territoire, je pense que les gens ont été bien soignés. Ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Et il y a eu des mots. Alors dans les Antilles et la Guyane, c'était une histoire intéressante et complètement différente. Parce que la vague était, à ce moment-là, elle était beaucoup plus tardive. Elle arrivait en juillet, alors qu'à Paris, c'était au mois de mars. En Guyane, il n'y avait pas de réserve. Je parle de la Guyane parce que c'est un petit territoire qui est au milieu de l'Amérique du Sud. Il n'y a pas de réserve de médecins, il n'y a pas de réserve d'infirmières, il n'y a pas de réserve d'aides-soignantes. Il y a quelques légionnaires qui sont dans le coin qui peuvent servir de réserve. Il n'y a pas ça. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, et il fallait voir le contexte à l'époque, en tout cas pour la Guyane et les Antilles, c'est un peu différent. Et quand je suis allé, on avait des protocoles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le fameux protocole d'injecter du plasma de patients convalescents, qui a montré un effet positif quand on traite les patients précocement en bloquant la réplication du virus. Mais la symbolique de dire on n'a plus de patients à Paris parce que la vague était terminée. On va faire cet essai aux Antilles ou en Guyane avec du plasma de patients infectés. Il faut mettre dans le contexte social aujourd'hui. Voilà,
c'est des blancs qui viennent de la métropole qui vont nous injecter du plasma infecté. Voilà. Jamais de la vie. Si quelqu'un met les pieds en Guyane, on fait péter la vie. À l'époque, je ne savais pas que c'était. Et à ce moment-là, il y a eu un blocage complet en Guyane dans la métropole. De toute façon, ils vont nous laisser tomber, on n'en parle plus. Ils veulent juste qu'on serve de cobaye pour la recherche, et juste qu'on soit des objets d'expérimentation. Voilà. Donc moi, j'y suis allé à ce moment-là. Bon, l'avion n'a pas explosé, heureusement, parce que je suis un peu Guyanais, donc je ne suis pas venu là pour vous empoisonner, je suis là pour vous donner l'expérience qu'on a eue à Paris, toutes les erreurs qu'on a faites, et on a des traitements qui peuvent fonctionner. Et à ce moment-là, il y a eu un effort de pédagogie et les gens se sont mobilisés. Et à l'époque, j'avais appris Martin Hirsch, qui a envoyé, et il y a eu beaucoup de volontaires, presque 400 infirmières, parce qu'il n'y avait plus de vagues en France, qui sont partis aux Antilles, beaucoup de médecins en Guyane, et côté, alors, bien accueillis en Guyane, un peu moins bien aux Antilles, on peut en revenir après si vous voulez. Et finalement, la crise sur le territoire guyanais, ils ont accepté la recherche clinique, parce qu'au début, moi, j'avais des directeurs que j'ai rencontrés, jamais de la vie, il y aura un essai clinique dans mon hôpital. Je dis oui, mais on n'est pas des cobayes, on est là juste pour faire améliorer la santé. Donc ça a été accepté, ça a été suivi, il y a eu des moyens qui sont venus avec, même la DRC, la PHP, envoyer des gens pour que les essais puissent se faire. Alors après, évidemment, c'est tombé un petit peu, mais les moyens ont été mis là à ce moment-là. Et puis finalement, quand on regarde le taux de mortalité qui était en Guyane, c'est un peu plus faible. Le territoire avait une pandémie qui était relativement importante. Après, il y a eu l'histoire du vaccin. On rentre dans une autre histoire sociopolitique très complexe. Mais globalement, il y a eu pas mal de gens qui ont été très solidaires pour envoyer des moyens. Bonjour, je suis généticienne à l'hôpital Pompidou et je suis vice-présidente chargée de la recherche à Pompidou. Donc j'ai vécu ça tout en sachant que mon laboratoire, bien sûr, a fermé. Et ce que vous montrez très bien dans votre film, c'est qu'en fait, moi j'ai eu la sensation d'appartenir à une armée, chose que je ne savais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, nous, médecins d'assistance publique, on est capable tout d'un coup de répondre à un appel, alors que vraiment au début, tout le monde avait la trouille, on ne connaissait pas du tout ce virus. Et donc, on a inventé, on a fait un autre métier. Tout d'un coup, on est devenu une autre personne, on a fait un autre travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, effectivement, de faire partie de quelque chose qui... Voilà. Et donc, le mot que Jean Benoît a prononcé, c'est le mot espoir. Et bien sûr qu'il fallait de l'espoir, parce que c'était vraiment tragique, extrêmement noir, et c'est sûrement pour ça que vous avez pu inclure aussi autant de patients. C'est qu'effectivement, les médecins, ceux qui étaient en première ligne, avaient besoin d'espoir. Nous, les vieux, on nous avait demandé de nous inscrire sur des listes de garde pour pouvoir retourner les patients en réanimation. Tout le monde était allé, en 2 heures, la liste de garde était remplie. Donc ça, c'était vraiment un truc absolument incroyable. Et alors, il y a quelque chose qui m'a frappée, là, quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'est la rapidité, bien sûr, à laquelle vous avez eu toutes ces autorisations technico-réglementaires. Et ce qui m'a frappée, c'est ce que vient de dire Philippe Bravo, il a dit ça ne reviendra jamais. Et moi, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas tirer les enseignements de ce que vous avez vécu, c'est-à-dire essayer d'accélérer toutes ces démarches qui sont extrêmement longues et lentes pour mettre en place une idée de recherche qui bien sûr, souvent est une idée tout à fait pertinente et qui, bien sûr, 12 à 15 mois après, quand on lance ce projet, on est déjà épuisé. On était facilité à l'époque parce qu'il y avait une urgence et parce que tout était arrêté. Donc on a pu mobiliser beaucoup de personnes sur les essais sur le Covid. Après, il y a plein de choses, comme vous avez dit, on a écrit plusieurs fois, pour revenir dessus et accélérer le process. C'est pas passé 6 mois pour une autorisation d'importation d'un médicament. Ce qu'on a fait, on a importé l'étiquette, on avait le médicament dans la pharmacie. Parce qu'on a importé l'étiquette, ça prenait 24 heures, même pas 10 minutes par mail, on collait. Mais on nous l'avait promis, hein. C'est pour ça, et je peux vous dire, et le président de la République, quand il est venu à Bicêtre, personne n'en a parlé parce qu'on nous avait dit, Précis m'appelle la veille au soir à 22h, il me dit, le président vient à Bicêtre demain pour savoir ce qu'est Corrimino. Donc on était tous là, on nous a dit, motus et bouche cousue, je ne veux pas un journaliste à solidariser, personne n'a rien dit, donc il n'y avait pas un journaliste, et ça a été, il est resté 2 heures, et ça a été quand même... Là-dessus, on lui a dit, il faudra, on l'a expliqué, on l'a remercié pour avoir cette autorisation, mais qu'il y a un monde d'après. Mais bon. Et c'était pas encore le moment de le faire. Hein. C'était donc le matin, et l'après-midi, il était à Marseille, on n'a parlé que de Marseille. Juste un tout petit clin d'œil pour l'Institut de génétique. Et donc, les généticiens cliniciens, pendant la crise,
pas tellement liste de garde de Necker pour des raisons, vous savez. Et donc, petit hommage, parce qu'en plus, c'est des généticiennes, il n'y a que des filles, qui sont trouvées en Orléans pour répondre aux familles, parce que c'est l'ordre de l'eau parler aux familles généticiennes, pendant que les réanimateurs n'avaient pas le temps. Il y en a une qui est devant moi, on fera ça avec moi. Alors, moi j'ai une petite réponse méthodo quand même aussi. C'est-à-dire que, en fait, quand on a écrit Corrimino, c'était en mars 2020, les essais de plateforme, ça n'existait pas encore. Et maintenant, c'est devenu quasiment... D'abord, c'est devenu une règle pour tous les essais pendant la pandémie, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, tous les gens qui réfléchissent aux pandémies de demain ont prévu des essais plateformes. Et puis, c'est devenu quelque chose qui s'introduit massivement en cancérologie et dans un certain nombre d'autres pathologies. Donc, avec l'idée qu'on ne va plus faire les essais un par un, etc., mais qu'on va faire... pour une maladie donnée, dans une indication donnée, un seul essai avec plein de molécules différentes, etc. etc. Donc ça, quand même, évolue. Voilà. Et les premiers papiers là-dessus, ils ont été publiés, je dirais, en mai-juin 2020. Quoi. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas si c'est une conséquence, mais en tout cas, c'est une modalité de réponse pour avoir, plutôt que de faire un essai, obtenir des financements, obtenir des accords éthiques, etc., faire un seul gros essai avec toutes les molécules, pouvoir ajouter des molécules, enlever des molécules, etc., et l'avoir prévu avant, c'est quelque chose qu'on va faire de plus en plus souvent. En fait. Oui, bonsoir. Alors, moi, je suis seulement un littéraire, un historien, c'est-à-dire je suis complètement étranger au monde de la science et de la médecine. Enfin, et d'abord, alors, je voulais vous féliciter d'abord pour le film. Je trouve, comme tout le monde, que c'est un film magnifique, extrêmement touchant, extrêmement bien construit. Je n'ai qu'une réserve qui est globale sur laquelle je reviendrai, qui est le titre. Je voudrais dire que j'ai une admiration encore plus grande pour tout ce que vous avez fait, tout ce qu'on voit, enfin, à la fois du point de vue de la recherche, pour moi, c'est pas le courage, c'est l'énergie, la détermination avec laquelle vous êtes allé, enfin, comme vous l'expliquez très bien. Alors c'est vrai pour vous, pour les chercheurs, c'est vrai pour les médecins, c'est vrai on avait pour le cadre, de ce point de vue-là aussi, le film est admirable, parce que sur le cadre, l'infirmière, après on a des personnages modèles, alors c'est très très bien, hein, mais c'est aussi le côté un peu exceptionnel des gens qu'on voit, Madame disait, vous disiez, diététicienne à Pompidou, je trouve que c'était très beau la façon dont vous avez parlé, dont vous êtes senti comment dire, engagé. Après, quand vous dites moi c'est ma réserve, et c'est plus une question, donc parce que donc je vous fais part, c'est le terme de guerre qui me gêne un petit peu. Je sais pas, j'ai une légère réserve sur le fait que qu'on ait été en guerre, et d'abord parce que je vois trop derrière cette idée de la guerre aussi, que je l'entends quelque part chez vous, mais on a tellement entendu parler, surtout proclamer chef de guerre, le président, et vous le constatez par vous-même. Rien n'a suivi dans les promesses, et donc pour moi, ça me pose une question de nature historique, et je ne sais pas la réponse que vous leur apportez en tant que médecin, chercheur. Alors, je vais répondre en tant que journaliste. Moi, j'ai couvert la guerre pendant 25 ans. Donc, j'ai vu la chirurgie de guerre, j'ai vu effectivement des situations critiques, des situations, le Rwanda, l'ex-Yougoslavie, etc. Il se trouve que quand j'étais à Pompidou, en fait, j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas quand je couvrais les conflits. C'était cette proximité sur le long terme
avec des soignants, mais aussi avec des patients. Quand on parle de Dominique Guégan, donc celui qu'on a suivi, qui est arrivé, qui est venu toujours, et là c'est parti, on avait créé une certaine, comment dire, un lien. Enfin, franchement, parce que quand on couvre la chirurgie de guerre, franchement, on voit des gens arriver. Bon, c'est les Français qui ont invité le triage, donc on fait très vite le tri entre ceux qu'on peut soigner, sauver, ceux dont on sait qu'il va falloir peut-être 24 heures d'opération, puis ensuite ça va être tellement compliqué, la rééducation ensuite, etc. Et là, je me suis dit, pour la première fois, moi, je me suis retrouvé dans une situation que je ne connaissais pas, c'est-à-dire j'étais en première ligne dans un hôpital où les gens, je les voyais tous les jours. Les patients, je les voyais arriver, je voyais l'évolution. Et c'est vrai que ça répondait aussi à cette phrase, évidemment, du président Macron qui dit « Nous sommes en guerre ». Et le protocole est un protocole de guerre. Ce que j'ai vu, moi, c'est des gens en première ligne, sur la ligne de front, avec des gens qui étaient, comme l'a dit d'ailleurs, et il l'a rappelé dans le film Jean Benoît, comme président, a parlé de tous ces invisibles qui étaient en première ligne. Moi, j'attends encore qu'ils prennent vraiment des décisions concernant tous ces invisibles qui, finalement, en temps de pandémie, sont probablement ceux qui nous ont été les plus utiles, par leur courage, par le fait qu'on avait vraiment besoin d'eux et on se rendait compte à quel point ils étaient utiles. Nous, depuis 2006, à l'agence, on fait une série, on est très impliqués sur le climat. Sur France 5, on fait une série documentaire qui s'appelle 5 ans pour la planète, et donc on aborde toutes les questions liées aux effets de la hausse des températures, etc. La pandémie, il y en a d'autres, on le sait, puisque le permafrost, vous le savez, dégèle et que c'est une horreur absolue, parce que ça libère des bactéries, ça libère tout un tas de saloperies. Proximité avec les animaux, enfin bref, on voit bien que ça va de plus en plus vite. Pour moi, c'était aussi une façon de dire ce que vous avez vécu de l'intérieur et moi comme observateur, ça va se reproduire. Et on le voit bien avec l'eau aujourd'hui, sur les usages de l'eau, enfin, je veux dire, les conflits d'usage, 25% des guerres aujourd'hui sont liés à la sécheresse. Ça veut dire que, heureusement qu'il y a des gens qui sont en première ligne, heureusement qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont fait un protocole quelque part de ce qu'il faudrait faire pour la prochaine fois. Ce que je regrette beaucoup, il me semble qu'il y avait un protocole européen, c'était Recovery, qui était quelque chose qui avait été anticipé pour que tous les Européens travaillent ensemble, tous les hôpitaux. Je ne crois pas que ça a été un grand succès, hélas. Donc c'est vrai que les leçons à tirer, on se dit que Recovery, s'ils avaient fonctionné dans un cas d'école comme celui-ci, ça aurait été formidable. Pourtant, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû. Donc voilà, donc 2 ans de guerre, c'est parce que j'ai vu vraiment des soldats. J'ai vu des gens qui donnaient beaucoup, qui n'attendaient pas grand-chose, et qui n'attendaient surtout pas, parce que quand on les a applaudis tous les soirs à 20h, puis qu'ensuite, les applaudissements petit à petit se sont dissipés pour disparaître, moi je les ai trouvés toujours en première ligne, toujours aussi motivés, toujours aussi investis. Merci, monsieur. Merci, ce sera difficile d'aller plus loin que ce que vous venez de dire. Un sommet en vérité et émotion. Vous avez été formidable. Vous allez continuer les discussions parce qu'on va aller au 7e boire un verre. Vous inquiétez pas. Donc, vous avez été absolument formidable. Merci, monsieur. Merci pour ce que vous avez dit. Et puis à mes collègues scientifiques, médecins, hospitaliers, universitaires, tout ce que vous faites, c'est super. Je trouve que c'est touchant, ce serait touchant de mêler les applaudissements pour un journaliste réalisateur et ceux pour les acteurs de son film. Bravo à vous.